Moi, j'aime pas du tout. Je suis pas espagnole. Attention. Oui, attention. Récemment, je suis allée 2 fois dans le Caucase, donc c'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'est une région très très différente de Moscou ou Saint-Pétersbourg que je connais mieux. J'ai rencontré des petits sousliks, des petites marmottes, on pouvait leur donner des morceaux de pain comme ça. Donc ça, c'était le meilleur moment. Très mignonne. Oui. Avec à chaque fois, j'habitais un petit peu en France, un petit peu à l'étranger, en France à l'étranger. Puis je suis venue m'installer en Russie et ça fait presque 3 ans maintenant et je ne bouge plus d'ici. La météo, par contre, c'est un autre jeu. Mais le fait qu'il fasse toujours gris à Moscou, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve, mentale. Mais pas comme à Saint-Pétersbourg, non? Saint-Pétersbourg, c'est encore pire, mais... Saint-Pétersbourg, à chaque fois que je sors du train et que j'arrive à Saint-Pétersbourg pendant l'hiver, je me dis mais pourquoi je suis venue ici? Il faut que je rentre à Moscou tout de suite, je veux pas rester. En France, si on a de la chance, ça arrive, mais à Paris, non, à Paris, les gens sont pas très gentils. Donc je dirais que c'est les Russes qui sont les plus émotifs, même s'ils essayent de le cacher, mais ça marche pas. Ça marche pas. Non. Vraiment. C'est toujours une bonne chose pour manger. Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a Gabrielle chez nous. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Et on va parler de leur blog en YouTube et de choses comme ça. On y va? C'est parti. Alors Gabrielle, vous avez déménagé en Russie depuis la France en 2022. À l'heure actuelle, vous avez une grande chaîne YouTube avec plus de 50 000 abonnés. C'est ça. Oui, et ainsi que la chaîne Telegram et Instagram, dans laquelle vous parlez de votre vie russe, des différences culturelles entre la France et la Russie et de différences domestiques aussi. Aujourd'hui, nous vous demanderons de parler d'eux. Très bien. Dites-moi, votre chaîne dit que vous avez décidé de déménager en Russie après un court voyage en Saint-Pétersbourg quand vous étiez étudiante. Pourriez-vous me dire ce qui vous a impressionné? À Saint-Pétersbourg, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il y avait des éléments qui me faisaient penser à la France, à la France de mes grands-parents surtout, et puis des éléments totalement nouveaux. Donc c'était un petit peu un mix en fait de quelque chose que je connaissais déjà et de quelque chose que je découvrais. C'est ce qui a rendu en fait le pays très intéressant pour moi. Une deuxième chose qui m'a vraiment intéressée, c'est l'alphabet cyrillique. Pour moi, c'était très mystérieux de le voir, je l'ai trouvé très beau. Donc c'est quelque chose qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur la langue russe. Est-ce qu'il y a des expériences qui vous pourriez nous parler? Par exemple, ce qui vous a impressionné d'autres choses? Vous voulez dire la première fois que je suis venue en Russie? Oui. C'est vraiment la langue qui a attiré mon attention aussi. Puis le fait que Saint-Pétersbourg est une ville quand même très belle, donc c'est vrai que ça m'a rendu curieuse sur le reste de la Russie, savoir si je pouvais revenir et continuer de visiter. Merci Saint-Pétersbourg. Oui, c'est ça. Et alors, parlant de russe, quel est votre surnom en russe? Comment appelez-vous vos amis? Mes amis m'appellent Gabi le plus souvent parce que c'est plus facile à prononcer que Gabriel. Oui. Et souvent les Russes, ils font une faute d'ailleurs quand ils m'appellent Gabriella, alors que c'est pas français, on dit Gabriel tout court. Mais ils pensent que c'est pour un homme en fait de s'appeler Gabriel. Vous aimez ça avec Gabriella ou pas? Moi j'aime pas du tout. Je suis pas espagnole. Attention. Oui, attention. Alors, si nous parlons de la Russie, dans quelle ville avez-vous voyagé récemment et de quoi souvenez-vous le plus? Récemment, je suis allée 2 fois dans le Caucase, donc c'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'est une région très très différente de Moscou ou Saint-Pétersbourg que je connais mieux. Et Vraiment différent. Oui, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une culture différente, une région différente. La nourriture là-bas est très bonne aussi. C'est un petit peu le bazar tout le temps partout. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a des vaches qui traversent sur la route. C'est un petit peu n'importe quoi, mais ça donne beaucoup de charme à cette région. Oui, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir qui vraiment vous attirait ou quelque chose? Dans le Caucase, en particulier, j'ai rencontré des petits sousliks, des petites marmottes, on pouvait leur donner des morceaux de pain comme ça. Donc ça, c'était le meilleur moment. Très mignonne. Oui. Vous voyagez beaucoup, surtout en Europe. Vous étiez en Chine, n'est-ce pas? Oui. Depuis quand vous étiez en Chine? En Chine, c'était l'année dernière en mai. Super. Et dans quel autre pays en plus de la Russie avez-vous voyagé? J'ai beaucoup vécu à l'étranger en fait. Pendant mes études, j'ai habité un petit peu à Québec, au Canada. J'ai habité en Suède un petit peu, en Pologne aussi. En Suède, ouais. Oui. Après, j'ai habité en Allemagne après mes études pendant 6 mois. Et ensuite, je suis venue avec à chaque fois, j'habitais un petit peu en France, un petit peu à l'étranger, en France, à l'étranger. Et puis, je suis venue m'installer en Russie et ça fait presque 3 ans maintenant et je ne bouge plus d'ici. Parlez-vous allemand? Non, pas du tout, parce que j'habitais dans une famille russe quand j'étais là-bas. Oh mon j'étais Dieu! gna-gna dans une famille russe. Когда обнимала
Alors, tout vous a préparé pour déménager en Russie. Oui, bah disons que c'est moi qui ai choisi de trouver une famille russe en Allemagne pour essayer de me préparer. Qu'aimez-vous et qu'aimez-vous pas en Russie? Surtout le métier, le barrière linguistique et confort, etc. Pour le confort, c'est quelque chose que je trouve vraiment en Russie. Enfin, le confort est bien plus élevé pour moi dans la vie quotidienne, surtout à Moscou, qu'en France, parce que les services sont très rapides, ils sont moins chers qu'en France, très efficaces, les banques fonctionnent très bien, les applications, les transports. Donc pour ce qui est confort, je suis très bien ici, vraiment. C'est un des points principaux. La météo, par contre, c'est un autre jeu. En ce moment, il fait très chaud à Moscou, donc on ne Oui. peut pas se plaindre, il fait même trop chaud, je dirais. 28 Mais- degrés. Ouais, c'est vraiment trop. On n'est pas habitué, moi je fonds tout de suite. Mais pendant l'hiver, le problème c'est le manque de soleil. En fait, c'est vraiment pas le froid, je trouve que c'est pas un problème, mais le fait qu'il fasse toujours gris à Moscou, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve, mentale. Mais pas comme en Saint-Pétersbourg, non? Saint-Pétersbourg, c'est encore pire, mais Saint-Pétersbourg, à chaque fois que je sors du train et que j'arrive à Saint-Pétersbourg pendant l'hiver, je me dis, mais pourquoi je suis venue ici? Il faut que je rentre à Moscou tout de suite, je veux pas rester. Alors, où êtes-vous plus à l'aise? France ou Russie? Maintenant en Russie, mais c'est vrai que en Russie, je suis toujours une étrangère, donc je serai jamais russe. Donc il y a toujours des choses où je comprends pas exactement, où j'ai toujours la difficulté de la langue aussi, bien sûr. Я пригласила Габи для того, чтобы узнать, как Габи научилась говорить по-русски, с какими трудностями столкнулась и как все-таки получилось преодолеть эти трудности. Mais je m'y sens quand même mieux en Russie maintenant qu'en France, simplement parce qu'il y a plus de sécurité, c'est plus propre de façon générale. Je m'y suis habituée au confort qu'on a en Russie, en voyageant en Russie. Et donc pour moi, c'est parfois difficile de revenir en France. Alors, quelles différences domestiques et culturelles rencontrez-vous en Russie et la France? En ce moment, je dirais que la différence qui me marque le plus, c'est qu'en Russie, les gens sont plus polis à l'extérieur. Et Comment? surtout à Moscou. Si on compare par exemple Moscou et Paris, la différence est vraiment énorme. À Moscou, ils nous aident à porter un bagage, ils nous laissent passer. Tout le monde est très bien élevé dans le métro, les gens ne restent pas avec leurs valises en plein milieu du chemin, etc. Surtout si vous êtes en femme, oui. Oui, ça doit aider, je pense aussi. Et par contre, en France, c'est très très différent. C'est difficile à Paris de se déplacer. Là, je viens de rentrer en France pendant 3 semaines et j'avais une grosse valise. Et les gens n'aident pas en fait. Ou les gens qui aident, ce sont des femmes, pas les hommes. Les hommes, ils osent pas, ils ont peur de se faire. Oui, après attaquer. Russie, on est plus habitué pour l'aide d'hommes qu'avant. Dans les trains et tout, oui. Moi, en France, si on a de la chance, ça arrive. Mais à Paris, non. À Paris, les gens sont pas très gentils. D'accord. Qui sont les plus émotifs, les Russes ou les Français? Les Russes. Pourquoi? Parce qu'ils parlent toujours des émotions. En France, je pense qu'on est un petit peu plus réservé. En fait, les Russes, ils ne montrent pas beaucoup d'émotions quand on les voit dans la rue. Ils ont un visage assez fermé. Mais dès qu'on commence à les connaître un petit peu, ils aiment beaucoup discuter des émotions, surtout les femmes d'ailleurs. Donc, quand on a fait un voyage ensemble, après, elles vont me demander alors quelles étaient tes émotions, des impressions. Aussi pour les anniversaires, ils vont souhaiter une liste de 15 vœux. En France, on est beaucoup plus sobre, peut-être plus froid, plus réservé. Et on dit que quelques mots et puis c'est tout. On écrit quelques mots pour un anniversaire. Mais on ne décrit pas des textes entiers, des poèmes, des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est les Russes qui sont les plus émotifs, même s'ils essayent de le cacher. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Non. Vraiment. Il y a une histoire avec un tableau qui votre grand-mère est allée en Russie à apporter. Mhm. Et s'il vous plaît, dites-moi à ce sujet, quelle est l'histoire avec ce tableau-là? D'accord. En fait, ma grand-mère est allée, enfin mes grands-parents sont allés en Russie il y a 25 ans, je pense. Mhm. Et ils ont visité non seulement Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi des plus petites villes comme Yaroslav. Et ils ont rapporté un tableau qu'ils ont trouvé dans un village ou quelque chose comme ça qu'ils ont acheté. Et elle m'avait raconté un petit peu l'histoire de ce tableau parce que maintenant il est suspendu à Avranches en Normandie, là où mes grands-parents habitent. Wow. Et donc quand je l'ai vu, j'ai pris une photo. Je l'ai envoyée sur ma chaîne Telegram. Et l'auteur de ce tableau m'a écrit, elle s'appelle Margarita, et elle m'a écrit en fait, c'est un tableau qu'ils ont fait à deux. C'était ça qui m'avait marqué. Parce que le mari, je crois, peint le fond du tableau et la femme peint les visages. Ou l'inverse, j'ai peut-être oublié. Je sais plus. Mais j'avais trouvé ça une très bonne idée, en fait, d'avoir un tableau fait à deux personnes. Ils m'ont dit qu'ils continuent de faire ces tableaux-là, même en ce moment, après 25 ans ou 30 ans. Waouh, fascinant. Mhm. Plus de votre blog, vous avez un certain nombre de vidéos sur les fêtes russes. Mhm. Quelles fêtes en France ressemblent à des fêtes russes et lesquelles étaient complètement inattendues pour vous? Par exemple, Maslenitsa. Maslenitsa, on l'a aussi en France. Comment il s'appelle? C'est Mardi Gras, je pense, où on fait des crêpes. On Mhm. appelle ça des Mhm. crêpes.
On doit les faire sauter aussi. C'est aussi, je pense, une représentation du soleil, à mon avis, comme à l'origine de Maslenitsa. Mais par contre, on ne fait pas du tout de façon aussi grandiose que Maslenitsa ici. Par exemple, ici en Russie, ils brûlent une poupée de paille. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas en France. Et puis ici, c'est aussi des grands rassemblements avec des milliers de personnes qui viennent pour célébrer. Alors qu'en France, c'est plutôt maintenant une fête familiale où on est chez soi avec ses parents, sa famille, on fait des crêpes et puis c'est tout. C'est Comme plus le simple. Noël? De quoi? Comme le Noël? C'est beaucoup moins important que Non, Noël. bien sûr, mais avec en famille ou... Non. En fait, je pense que les gens ne fêtent plus beaucoup. Moi, dans ma famille, on le fêtait, mais c'est juste qu'on fait des crêpes. C'est juste une occasion spéciale de faire des crêpes et essayer de les faire sauter. Mais je suis pas sûre que tout le monde le fête en France. C'est pas la fête la plus connue. C'est toujours une bonne chose pour manger. les crêpes. Oui. Pensez-vous de la cuisine russe? Il y a des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, les pelmeni. Je suis complètement addict aux pelmeni. Mais il y a des choses que j'aime un peu moins. Par exemple, à chaque fois, ça scandalise les Russes, mais je dis toujours que je n'aime pas beaucoup le borscht parce que le borscht, c'est très difficile à manger. Déjà, quand il y a une pièce de bœuf dans la soupe, c'est très difficile. On peut pas la couper, on peut rien faire, on peut pas prendre un couteau. Ensuite, il y a des longs filaments de betterave et quand on essaye de prendre avec une cuillère, ça tombe partout. Oui. Donc, c'est même pas que j'aime pas le goût, mais c'est impossible à manger. C'est vraiment... Après, la robe de la betterave partout, donc c'est pas pour moi le borscht. Et c'est très difficile de laver après le robe, c'est impossible presque. Donc le borscht, non. En Russie, il n'y a pas des produits qu'on a en France. Quels sont les produits qui existent en France et qui sont difficiles de trouver en Russie et vice versa? Je pense que le plus évident, c'est le fromage, bien sûr. Ah, bien sûr. Oui, on trouve quelques fromages en Russie, mais après, il faut aller dans des marchés spécialisés, ou alors très souvent, on trouve du camembert ou du brie, mais qui n'ont pas énormément de goût. Donc, il y en a qui me manquent. Mais après, c'est bien parce que comme ça, le fromage, j'ai tendance à acheter un bloc de fromage, par exemple du chèvre, que j'aime beaucoup. Et après, je mange tout dans la soirée. Et après, je reste comme ça sur mon canapé et je peux plus bouger. Alors ici, j'ai pas la tentation, c'est très bien. Et à l'inverse, des produits, si on parle de produits alimentaires que je trouve en Russie, le kéfir, moi j'aime beaucoup. Et en France, c'est difficile à trouver. Il faut aller dans des épiceries plutôt spécialisées ou alors dans des grands supermarchés. Donc en centre-ville, j'en trouvais pas forcément. Et ça me manquait. Quel est le kéfir de France? Je sais qu'en Bretagne, puisque mes grands-parents habitent à côté de la Bretagne, il y a quelque chose qui s'appelle du lait ribot. Ça ressemble vraiment au kéfir, c'est un petit peu du lait un petit peu fermenté, mais c'est pas habituel. Dans les autres régions de France, je sais pas, j'ai jamais vu quelque chose d'équivalent. On prend du yaourt en fait en France, pas du kéfir. Alors, en Russie, il n'y a pas de réseaux sociaux habituels. Est-il facile de rencontrer les gens en Russie? Et aussi, si vous pouvez, donner des conseils à d'autres étrangers. Moi, j'avais rencontré mes premiers amis russes en ligne sur des sites comme des sites d'échange de langue en fait. Ils voulaient apprendre le français, moi je voulais apprendre le russe ou alors l'anglais, des choses comme ça, et on échangeait. Très utile. Utile, c'est... Ça, c'est vraiment facile. Oui, c'est ça, oui. Ça aide beaucoup. Oui, en fait, j'ai gardé ces amis, ça fait 5 ans que je les connais maintenant, je pense. Et après, on s'est rencontrés quand je suis venue m'installer en Russie. Mais sinon, je trouve ça assez facile de rencontrer des gens dans des grandes villes comme Moscou. Mais après, peut-être que c'est aussi parce que j'ai une chaîne YouTube et donc il y a plein d'événements qui sont organisés, donc c'est assez facile, oui, je trouve. Quelles sont les top 3 difficultés avec les procédures de migration? Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre expérience. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais fait un premier dossier avec une autre agence de juristes il y a 2-3 ans et on n'avait pas terminé, ça s'était pas fait parce que j'avais pas reçu toutes les informations, on n'avait pas tout poussé. Donc il faut bien se renseigner tout seul, je pense, déjà savoir exactement ce qu'il nous faut. Et puis maintenant qu'ils ont mis en place ce nouveau visa, enfin cette suite de logique, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais le plus difficile, c'est d'aller jusqu'à Sakharova, bien sûr, parce qu'il y a très peu de transport. Et donc, moi, depuis là où j'habitais, c'était peut-être 3 heures de transport dans un bus où on peut même pas s'asseoir parce qu'il y a trop de monde dedans. Donc ça, c'est un enfer d'y aller. Je déteste. Et attendre là-bas, c'est très pénible. On n'a pas toujours les informations. La deuxième chose très difficile, c'est aussi de récupérer cette preuve de casier judiciaire apostillé, parce que c'est un document qui n'est valide que 3 mois, et le temps de la commander en France et qu'elle arrive en Russie, ça prend déjà 1 mois, donc après il reste que 2 mois pour faire toutes les démarches. Donc ça, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. À chaque fois, je demandais à mes parents. Mon Dieu, 4 ou 5 fois. Oui. Est-ce que vous pouvez imprimer, s'il vous plaît, le papier, le faire apostiller? Ça prend trop de temps, c'est insupportable. Ça, c'est aussi pénible. Hein. C'est le pire. Ça, c'est vraiment les top 3 difficultés. Oui. Sakharova, apostiller le casier judiciaire et de quoi? Ouais, ça suffit, c'est déjà 2. C'est déjà 2. Ils valent 10. Parlez-vous bien le russe?
Bien, je dirais pas bien, mais j'arrive toujours à me faire comprendre. Je peux avoir des conversations en entier. Enfin, c'est très suffisant. En fait, jusqu'à présent, je travaillais en anglais, donc c'est vrai que ça m'a pas permis de trop améliorer mon russe, puisqu'au quotidien, j'employais l'anglais plutôt. Combien de temps vous a-t-il fallu pour atteindre votre niveau? J'ai écouté des livres en russe pendant plusieurs années, peut-être 3 ou 4 ans. Et c'est la chose principale que j'ai faite. En fait, j'ai pas vraiment pris de cours parce que j'aime pas ça. Je suis trop paresseuse pour faire des exercices de grammaire tout le temps. Donc j'ai écouté tous les jours plusieurs heures de russe et en fait ça aide beaucoup quand même, surtout en compréhension. Wow, c'est un mode d'apprendre différent. Oui, c'est un petit peu instinctif comme si j'étais un enfant en fait. Oui, je suis d'accord. Sur votre chaîne YouTube, il y a une vidéo conjointe avec Maria Butina, députée députée, oh, c'est toujours mon problème, députée de la Douma d'État et fondatrice du projet Bienvenue en Russie, Welcome to Russia. S'il vous plaît, parlez-moi de votre collaboration avec cette fondation. Donc j'ai été contactée parce que je fais partie du groupe de blogueurs étrangers à Moscou. Ou en Russie de façon générale. Donc j'ai simplement participé à quelques voyages avec eux qu'ils ont organisés, donc pour nous montrer, notamment Maslenitsa, on y était allés ensemble dans la région de Kaluga. Et donc c'est surtout ce qui est notre interaction, en fait, c'est de trouver des projets, des choses culturelles intéressantes à montrer en Russie. Et après, on a de l'aide de cette association pour nous permettre d'y aller, peut-être avoir les bons contacts pour filmer à tel ou tel endroit. Ils nous donnent absolument aucune consigne, mais simplement, ils nous donnent des possibilités d'aller visiter différentes régions en nous aidant, en nous facilitant les choses pour qu'on puisse montrer ça à notre audience étrangère. En fait. Quelle était votre expérience préférée avec Bienvenue en Russie? J'ai beaucoup aimé Kaluga en fait. C'est une région qui m'a paru très dynamique. On a eu la chance de rencontrer le gouverneur là-bas aussi. Wow. Et donc, de discuter. Et ça m'a donné envie. Enfin, c'est une région vraiment. Pourtant, c'était le milieu de l'hiver, il faisait un temps horrible. Mais, mais c'était. C'est une région qui m'a beaucoup plu parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se développent là-bas. Du côté culturel, industriel, vraiment de tous les côtés. D'accord. La dernière question, dites-moi quel sujet avez-vous abordé dans la vidéo avec Maria Butina? Surtout l'immigration. Je lui ai demandé des conseils pour des gens qui voudraient peut-être venir s'installer en Russie, des étrangers. Et bien sûr, on a parlé de la langue, parce que la langue, c'est une des principales difficultés pour les étrangers qui viennent s'installer en Russie. Et des différentes possibilités. Elle m'avait notamment mentionné ce Nijni Novgorod, qui attire beaucoup les étrangers en ce moment, avec ce centre IT. Donc voilà, on avait discuté de ça surtout. Quel est votre conseil pour les étrangers, français ou pas, qui veulent arriver à la Russie? Je dirais qu'il ne faut pas se décourager sur la langue, qu'il faut faire ça petit à petit. Non, vraiment, c'est la difficulté la plus principale, parce que pour trouver un travail, c'est quand même très difficile. Et oui, qu'il faut juste s'y mettre tous les jours, trouver des amis, pratiquer, trouver la façon d'apprendre qui nous correspond le plus, et que c'est le plus important. En fait, je connais pas mal d'étrangers qui vivent en Russie, depuis parfois des Américains qui vivent depuis 7 ans, 8 ans, et ils apprennent toujours pas la langue, ils sont là, oh non, je suis trop vieux, j'ai pas envie, etc. Ou j'ai une copine qui parle russe, elle se débrouille. Mais c'est vraiment dommage, je trouve, de pas apprendre le russe parce que l'expérience est vraiment différente quand au moins on parle un petit peu. Est-ce qu'il y a des clubs pour les Français en organisation pour faire des différentes activités en Moscou ou surtout d'autres régions? Oui, il y en a, j'ai été ajoutée dans plusieurs. Après, j'y suis pas allée moi-même parce que c'est vrai que je préfère pratiquer le russe avec des Russes et non pas avec des Français du coup. Mais j'en connais plusieurs, j'ai même des amis qui ont des clubs comme ça, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, où des cours particuliers ou des cours en groupe avec des activités, donc ça se trouve très facilement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous pourrez voir notre cours gratuit pour apprendre le russe. Vous pouvez profiter de notre prof et de ce cours-là. Si vous avez d'autres questions, besoin d'aide pour vous installer en Russie, consultez le profil de notre chaîne. Vous y trouverez un lien vers un formulaire Google pour réserver une consultation en ligne gratuite avec nous. Gabrielle, merci beaucoup, c'était plaisir et à tout à l'heure. Très bien. Merci.